Mélenchon, il a raison sur ça, je pense. Mais t'es pas sûr du coup. Si tu penses, mais t'es pas sûr. Vous dépensez un peu plus que le dernier euro. Voilà. Par conséquent, l'augmentation de salaire produit mécaniquement une augmentation de la consommation qui produit mécaniquement un remplissage du carnet de commandes. Alors bien sûr, qu'il a raison, il faut doser la manière avec laquelle on monte en puissance, comme dans n'importe quoi. Donc on fait, toc, 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 c'est 14%, vous allez arrêter de pleurer pour 14%. Les Espagnols ont augmenté de 35% et ils ont 3,8% de croissance. Vous connaissez les deux pays. Vous n'allez pas pleurer pour 14%, voyons. Parfaitement. Le travail paye suffisamment dans notre pays aujourd'hui. Est-ce que vous estimez que oui, une hausse de la rémunération de nos salariés est nécessaire? Est-ce que ça peut passer par 1 600 € de SMIC pour commencer? Alors, si on passe à 1 600 € net, alors je vais faire une comparaison avec l'Espagne. Et d'ailleurs, je vous renvoie, Monsieur Mélenchon, à la calculette du MEDEF qui... J'aime pas, les gars, je vous dis la vérité, j'aime pas les comparaisons avec les pays. J'aime pas ça. Parce que chaque pays a sa singularité, sa politique, ses propres entreprises, comment ça tourne, le taux de chômage, etc. Moi, je trouve ça vraiment débile de comparer avec des pays, putain. Ok, merci les Espagnols d'avoir augmenté le SMIC. Merci la gauche d'avoir rendu peut-être une vie meilleure pour les Espagnols. Mais les Espagnols, c'est les Espagnols. Les Français, c'est les Français, mon gars. Chacun sa putain de singularité. Je comprends pas, gros. C'est un bel exercice. C'est ridicule. Actuellement, pour avoir un SMIC merci l'Espagne net pour à Yamal. 1600, il faut avoir un SMIC brut à 2050 à peu près. En Espagne, avec la même somme, vous avez un salaire entre 1700 et 1850 €. Donc augmenter les salaires et passer à un SMIC à 1600, grosse répercussion pour nous. C'est mon avis. Répercussion de trésorerie, répercussion de coûts salariaux, répercussion sur notre trésorerie, répercussion aussi sur les autres salariés puisqu'il y a un écrasement de la grille des salaires avec une augmentation de masse salariale entre 10 et 25%. Donc tout ça c'est une réalité. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai bien insisté en disant que j'étais une PME et c'est très compliqué pour nous PME de pouvoir envisager. Et je voudrais glisser sur une de vos mesures phares qui est sur l'intéressement. Alors l'intéressement, moi, comme beaucoup de patrons de PME, je fais mes entretiens de recrutement parce que je n'ai pas les moyens d'avoir des services comme d'autres grandes sociétés. Et quand je fais, à un moment donné, c'est tellement tendu dans le recrutement qu'on est obligé d'avoir des petites choses qui peuvent inciter et à fidéliser nos salariés. Et c'est l'intéressement. Et aujourd'hui, je vous pose la question, monsieur, est-ce que vous voulez favoriser ce partage de la valeur ou est-ce que vous voulez taxer l'intéressement? Parce que je ne sais plus ce que je vais dire à mes jeunes aujourd'hui. Bien sûr, c'est une question combien je gagne, mais surtout, y a-t-il des primes? Je réponds quoi? Jean-Luc Mélenchon. Bon, nous sommes des partisans du salaire direct taxé normalement. Vous prenez l'exemple de l'Espagne, nous pourrions l'étudier dans le détail, mais pour résumer ici, pour ceux qui ne le sauraient pas, puisque je m'aperçois que cet aspect du problème est moins souvent devant dans l'actualité que l'excès d'impôts. Mais aujourd'hui, c'est l'État qui paye 40% des payes des smicards. Parce que salaire brut, salaire net, salaire brut, c'est du salaire. Eh bien aujourd'hui, c'est l'État qui le paye jusqu'à 2 fois à peu près le SMIC. Donc il faut tenir compte, c'est pas vous madame que je m'adresse directement, vous n'y êtes pour rien. Vous voulez dire mais c'est pour mentionner. De charges, c'est ça? Je veux dire que d'abord, c'est pas des charges, mais des cotisations. Vous devez appeler les choses par leur nom. C'est une cotisation obligatoire. Ce qui est une charge, c'est l'assurance que vous êtes obligé de prendre pour vos enfants, pour votre appartement ou pour votre voiture. Via les allègements de cotisations, oui, c'est ça que je voulais dire. Il faut appeler les choses par leur nom, comme ça on se comprend mieux. On arrive à discuter plus suavement. J'en reviens à la taille de l'entreprise. Bien sûr qu'il y a une perturbation. Je ne vais pas vous dire augmenter de 14% n'a aucune conséquence. Mais il faut bien prendre le problème par un bout. Car si on le prend par l'autre, qui consiste à dire « Ah non, 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 on ne touche pas au salaire, il ne faut pas que ça bouge ». Tandis que la vie va nécessairement augmenter, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit « Je ne sais pas ce que ça va donner Trump », je vais vous le dire, une crise mondiale. Ayez juste 1 ou 2 ans de patience et vous la verrez. Si on continue à dire il faut comprimer les salaires, il faut comprimer les cotisations sociales, alors que nous sommes déjà victimes de plusieurs épidémies de masse, hein, eh bien, on connaît le résultat. C'est que tout ça va nous coûter encore plus cher à la fin. Ah mais Mélenchon, tu vois, ce discours, je veux bien l'entendre, mais tu dis ça à des patrons, frère. Des mecs ultra capitalistes qui s'en ont rien à foutre des épidémies ou je ne sais pas quelle maladie, la santé va nous... Ils s'en bat les couilles de ça, frère.
s'en branle des épidémies, gros. Ils veulent juste du chiffre, ces mecs. Ils veulent du chiffre. Cette partie-là de notre discussion à laquelle je suis... Mais oui, ces mecs-là, exactement, Kramel, ces mecs-là, ils ont coffré, frère. S'il y a une épidémie, ils iront dans un bunker ou je sais pas quoi. Ils y pensent même pas à ces trucs. Ils y pensent même pas. Le patron de PME, c'est pas des patrons du CAC 40 de là. Je veux bien l'entendre, les mecs. Je ne dis pas que le patron de PME touche des dizaines de millions d'euros. Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que le patron de PME, il aspire à ce que son entreprise grandisse. Donc tu penses que ce mec-là va penser à une épidémie? Il va penser à sa prochaine boutique qu'il va ouvrir. Il va penser à étendre sa boîte. Il va penser à recruter. Il va penser à étendre son marché. Il va penser au prochain Covid-29, frère. Je sais pas, frère. Moi, ça me paraît logique. C'est ça le capitalisme, les mecs. Hein. C'est des gars qui pensent qu'à leur gueule. Hein. Ils pensent vraiment qu'à leur gueule, genre. Je suis certain que vous êtes, par votre propre vie et celle de vos familles, sensibles. Oui, mais vous la maladie, l'accident du travail, record en Europe, ça vous l'avez pas. Pardon. Patricia Vial et Thibault et Bernard. Oui, vous pénalisez quand même les PME où il y a où on a une majorité de gens sur des emplois non qualifiés. Allez-y Thibault et Bernard. Je voudrais entendre votre voix sur le sujet. Moyenne entreprise. Non, demain, je te fleur. Je vous en prie. Non qualifié et qualifié. Qui est une réalité européenne. Non, mais attendez. D'abord, personnellement, je ne crois pas à l'emploi non qualifié. Mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire des employés sans diplôme. Parce qu'au bout d'un moment, vos employés, vous vous battez pour les garder. Non, on a un savoir-faire, mais ils ne sont pas qualifiés. Ah ben, savoir-faire et qualification. Oh là là, un savoir-faire, s'il y a une technique à avoir et qu'il n'est pas qualifié parce qu'il n'a pas de diplôme, il est quand même plus ou moins qualifié. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà. Une qualification reste, un savoir-faire se dilue. Vous me rendez triste, madame. J'ai inventé la valorisation des acquis de l'expérience et la formation, qui donne le diplôme. Donc, le elle est dure, la meuf. Hein. Est-ce que vous me permettez de vous dire que, à part vous prendre des sous, c'est pas moi qui vais les prendre, hein, augmenter les salaires, il y a d'autres choses dans le plan que vous pouvez voir. Par exemple, le taux d'escompte à 0%, ça vous intéresse ? Ou vous prenez pas parce que... Non, mais là, on est sur le SMIC. Alors, on va revenir. Et puis, vous savez, Jean-Luc Mélenchon, quelques instants, on va revenir à votre main tendue aux plus petites entreprises. Le taux d'escompte, quant à lui, fait référence au taux d'intérêt appliqué par les banques centrales aux prêts accordés aux institutions financières. 0% en France pour certains. Ok, ah ouais. Des taux d'escompte. Eh mais putain, le langage est technique. Hein. Waouh. On n'est pas encore là. Voilà, exactement. Maître des horloges, c'est moi. Thibault et Bernat, sur la question des hausses de salaire. Oui, il y a peut-être deux choses. Enfin, vous expliquez que les cotisations sociales n'ont rien à voir avec les impôts, etc. Mais... Après, pendant le Covid, les ultra-riches ils ont carré quoi, les ultra-riches? Tu peux m'expliquer, mon gars AZF Killer? Peut-être que j'ai raté quelque chose. Ils ont carré quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial, les ultra-riches, pendant le Covid? Quelqu'un m'explique? Wesh, y'a le feu ou quoi? Wesh, y'a le feu? Ouais. Non, c'est un engin de chantier. Il est pas là, AZF Killer? Non, y'a pas le feu, les gars, vous inquiétez pas. Oh, il va peut-être pas me répondre, les mecs. Hein. Tes masques FFP2. Ah, c'est les ultra-riches qui ont construit... Qui ont tissé eux-mêmes les masques FFP2, putain, je savais pas. C'est les ultra-riches qui ont continué à faire tourner les boutiques. Ah ouais, ils étaient sur le poste de travail. Je sais pas, hein, peut-être que j'ai raté quelque chose, je sais pas. Ouais. Ils ont surtout bien disparu, les ultra-riches, pendant le Covid. Hein. Ah, ils ont bien disparu. Hein. Partie de golf, tranquillement. Malgré tout, il faut pas ma réponse, dommage. De ce que ça veut dire. Enfin, moi, je suis d'accord avec le constat que vous faites que les salaires nets sont trop bas dans ce pays. Mais une des raisons pour lesquelles les salaires nets sont trop bas, c'est que quelqu'un, je vais prendre volontairement quelqu'un qui est réputé bien payé. Prenons quelqu'un qui a 4 000 € de salaire brut par mois. On parle toujours en salaire brut dans ce pays. À moi, entreprise, ça me coûte 5 500 €. Et lui, il lui reste 2 500 une fois qu'on lui a retiré les cotisations dites salariales. C'est une vue de l'esprit de scinder les deux. Mais, et puis son impôt sur le revenu et les autres taxes. Donc voilà quelqu'un dont la valeur de travail reconnue par son employeur est de 5 500 € par mois et à qui il va rester 2 500 chaque mois parce qu'on va prendre 3 000 avant même qu'il les ait vus. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui mériterait d'être travaillé? En fait, encore une fois, à charge égale, cotisation égale, impôt égal. Mais aujourd'hui, les gens ne voient pas le fruit de la valeur de leur travail du fait en partie de ce système. Ouais, c'est très concret. On voit vraiment pas le monde du même balcon. Le même employé qui vaut ce que vous dites qu'il vaut, et je l'admets, puisqu'en plus maintenant on a des conventions collectives qui permettent de situer le niveau des salaires
bon, ça c'est un atout français, ça n'existe qu'en France. Ailleurs, si vous n'êtes pas membre du syndicat qui a signé l'accord et que votre patron n'est pas membre du syndicat patronal qui a signé, l'accord il n'est pas pour vous. Mais je reviens à cette personne qui a gagné cet argent. Tant qu'elle est en bonne santé, tant que tout va bien pour elle, tout va bien. Comment on lui a pris 3 000 €? Mais le jour où, pour votre malheur, et nous sommes tous ici égaux sur ce plan, nous sommes des êtres humains semblables, hein, eh bien, quand vous tombez malade, alors là, oui, quel bonheur d'avoir la sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale, c'est chacun donne selon ses moyens, mais reçoit selon ses besoins. C'est pourquoi pour nous, la sécurité sociale, c'est en quelque sorte l'image de la société à laquelle nous aspirons. Il y a du chemin pour y arriver. Mais c'est pourquoi je ne peux pas vous répondre mois par mois. Mais le mois où la personne est malade, là je peux vous répondre. Et combien j'en ai vu autour de moi, dont certains sont hélas partis, dire heureusement parce que moi je n'aurais pas pu me payer ça. Et j'ai vu dans les pays où ça n'existe pas. Vous dites à quelqu'un qui a 20 ans ou qui a 30 ans, eh ben tiens, tu vas payer sur les 5 000 une assurance privée de temps. Il va dire jamais de la vie. Ça c'est dans le bouquin que vous avez signé avec un machin là. Il dit alors chacun choisira s'il va à la Sécu ou s'il va à l'assurance privée. À 20 ans, à 30 ans, vous vous croyez immortel, vous signez rien. Moi je me rappelle, alors pour être en extension avec ce que propose Mélenchon, tu vois par exemple pour le 3 000 €, les 3 000 € qui est injecté dans la sécurité sociale pour faire tourner la boutique, l'hôpital, etc. Anas Kazib, les mecs, bon, vous connaissez, révolutionnaire, etc. Il avait proposé quelque chose durant la campagne présidentielle de 2022. Il avait proposé de rendre gratuit tous les transports. Genre tout. Le train, le bus, etc., etc. Il veut tout rendre gratuit. Mais pour une raison qui est extrêmement importante, il faut savoir qu'en France, ok, j'ai la source de santé publique. Il faut savoir qu'en France, chaque année, la pollution de l'air coûte, en termes de dépenses publiques, 13 milliards d'euros en France. 13 milliards, les amis. Donc, la fourchette du Sénat, donc là, c'est la source du Sénat, donc la santé, coûts indirects, dommages non sanitaires, etc. Ça peut, donc la pollution de l'air, il y a une grosse fourchette prix entre 68 et 97 milliards d'euros par an. 97 milliards d'euros par an, les mecs. Donc oui, votre passe Navigo à 90 €, eh bien, Anas Kazib veut le rendre gratuit justement pour éviter que l'État dépense énormément d'argent dans la santé publique. C'est une idée d'Anas Kazib, c'est une idée d'un révolutionnaire. Je ne sais pas si c'est une excellente idée de tout rendre gratuit. J'en sais rien, qui va payer, etc. Donc, en fait, le fait de... Parce que faut savoir qu'il y a le train, par exemple. Le train est moins polluant que la voiture. Donc, moins de pollution d'air, moins de dépenses publiques dans la pollution pour dépolluer, pour soigner aussi les malades. Parce qu'il faut savoir que l'air toxique, bah, tu peux attraper des maladies, quoi, en quelque sorte. Comme au Luxembourg. Au Luxembourg, tout est gratos dans les transports. Ah bon? Après, vas-y, prends l'exemple du Luxembourg, pitié, genre, je vous en supplie. Genre, j'aime bien le Luxembourg, hein, mais vas-y, c'est pas le bon exemple, je pense. Je pense que c'est pas le bon exemple. Vous prenez le moins possible, mais une fois que vous réfléchissez, moi j'ai vu, je vous en parle, c'est un témoignage, des gens, tu amènes quelqu'un à l'hôpital, dont tu sais qu'il a une probabilité de survivre, mais cette probabilité, c'est une probabilité seulement. Et puis la première semaine, tu as dépensé tout ce que tu avais en économie, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Et la deuxième semaine, tu vas emprunter. Et la troisième semaine, on te demande, on dit qu'est-ce qu'on fait? On le sort et on le ramène chez vous? Ou on continue les soins? Voilà à quelle dialectique horrible la sécurité sociale nous permet d'échapper. Oui, mais il y a une question de curseur du coût, en réalité. Tu vois, là, c'est pareil aussi. Là où Macron, il a vraiment fauté, c'est que, tu vois, sur le brut, le mec, il y a quand même 3 000 € qui est injecté dans la sécurité sociale, mais quand tu vois la dégradation des hôpitaux publics, tu te dis, mais où va mon argent? Où va mon brut? Genre, je dois toucher 5 500 €, je me retrouve avec 2 500 €, il y a 3 000 € qui partent dans la sécurité sociale, mais quand j'ai des rendez-vous, quand j'ai une hospitalisation, je sais pas quoi, tu vois la dégradation des services publics, t'as envie de te tirer une balle, frère. T'as envie de te tirer une balle. Et c'est là où la gauche doit intervenir. Et c'est là où Macron, il a niqué l'hôpital public, mon gars. Il a flingué l'hôpital public. C'est ça le problème, c'est un délire l'hôpital, mon gars. Ah, c'est un délire, hein.
Michel de Rosen, puisque c'est vous qui Attendez, non mais je veux répondre. Il veut faire baisser les coûts. écrit le livre. Je veux juste te dire que si aujourd'hui on prend 3 000 euros à cette personne pour lui dire on te le rendra quand tu seras malade, quand tu seras à la retraite, ce qui est le principe du pot commun et de la solidarité intergénération et en cas de maladie. Je partage complètement cette idée. En revanche, la bonne question est de dire ok, est-ce qu'on peut faire ça pour 2500 au lieu de 3000 pour que la personne, elle, touche tous les jours, parce que elle est contente d'être protégée quand elle va être malade ou à la retraite. Ce qu'elle voudrait aussi, c'est pouvoir bénéficier un peu des fruits de son travail chaque mois. Mais monsieur, attendez, il faut répondre à ces questions-là. D'abord, on peut faire baisser les prix des soins et des médicaments. Donc on laisse pas les boîtes françaises partir. Ce qu'on est en train de faire en ce moment pour les prothèses cervicales et compagnie. Primo. Secondo, on continue à produire les médicaments ici et on met une règle sur les prix. On ne les laisse pas partir comme on l'a fait récemment encore avec le Doliprane et compagnie. Et puis, pour le troisième élément, c'est on lutte pour que ça coûte moins cher. Si la maladie coûtait moins cher, la cotisation coûterait moins cher. Combattez l'épidémie d'obésité. C'est une épidémie, c'est une maladie. C'est pas parce que les gens mangent trop, c'est qu'ils mangent mal. Combattons. Ah, poteau, ah, Mélenchon, le nombre de tastis croustilles, mon gars. Mais c'est pareil pour l'obésité, tu vois. Bah c'est pareil, solution de Anas Kazim et même de Mélenchon, de la gauche de manière générale, même les écolos, c'est de bien manger. Enfin, par exemple, les commandes. Il y a des fruits qui sont importés de l'étranger. Alors que on a des fruits, putain de merde. On a déjà des fruits français. On a des fruits français, on a des plats français qu'on peut consommer français. À la cantine, les gars, waouh. Je ne sais pas si on mange très bien maintenant, Big 2025, mais je sais qu'à mon époque, c'était pas terrible la nourriture quand même. Hein. Et en plus, t'avais encore faim. T'avais encore faim. Dès que tu finissais la cantine au lycée, t'avais encore la dalle. Hein. T'avais encore la dalle. T'es là, tu demandais à la cantinière un bout de pain supplémentaire, s'il vous plaît, madame. Vas-y, frère. Le Mercosur ne va rien arranger. Et les gars, franchement, tu vois, aux États-Unis, par exemple, l'obésité, mais ça, c'est pareil, tu vois. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent pour les hôpitaux publics, les médicaments, etc. Tout ça pèse sur les dépenses françaises, les gars. Ça pèse, tout ça. L'obésité. J'avoue qu'il faut que j'arrête les tastis croustilles parce que j'ai un ventre, frère. Ah, j'ai un bide, il va exploser, mon gars. Putain de merde. Le diabète, ça coûte 8 milliards par an. Vous voyez les économies qu'on peut faire? Mais pour ça, il faut de la poigne. C'est trop bon, les gars, c'est trop bon. Il faut une direction politique qui dit on va atteindre tel objectif. Michel de Rosen, on va faire diminuer les maladies. Vous répondre parce qu'il est l'homme qui a écrit le livre avec Pierre Gattaz que vous avez cité il y a quelques instants. Monsieur Mélenchon, sur le même sujet, il se trouve que j'ai vécu 15 ans aux États-Unis et je vais vous rejoindre. J'ai vu un système de santé qui ne marche pas. Il n'y a pas de sécurité sociale aux États-Unis. C'est un anti-modèle. En revanche, je voudrais maintenant vous livrer 2 cas concrets. En France, nous payons un opérateur de main-d'œuvre directe. Il nous coûte 52 000 €. Son salaire brut, après déduction des charges dites patronales, est de 35 000 €. Et après déduction des charges salariales, il lui reste 28 000 € dans la poche. D'accord ? En Allemagne, pour le même job, nous payons 56 000 €. Son salaire brut est de 46 000 €, son salaire net est de 37 000. Donc 37 000 en Allemagne contre 28 000 en France. Il y a donc un écart de 9 000 dont la plus grande partie s'explique par la différence de charge. L'Allemagne, malgré votre chef-d'œuvre sur le hareng de Bismarck, n'est pas un pays atroce où les gens... Qui a dit que Dofla est un homme pouvoir? Fou rire, ça va pas ou quoi? Fou rire parce qu'on m'a dit que je suis un homme pouvoir. Putain, c'est si drôle que ça. Ah ouais. Sont piétinés, etc. Ah ouais, quand même. Comment faire, à votre avis, pour rapprocher le pouvoir d'achat de l'ouvrier français du pouvoir d'achat de l'ouvrier allemand? Je vous laisse répondre, mais je préviens qu'après, nous allons parler du temps de travail. C'est ça. Oh, le temps de travail. Merci de dire que leur système ne marche pas aux États-Unis d'Amérique, parce que comme on passe notre temps la plupart du temps à pleurnicher sur nous-mêmes, on oublie de regarder chez les autres et de voir ce qu'ils ont inventé et qui ne marche pas. Donc je le redis, quels sont les moyens qu'on a que ça coûte moins cher, la cotisation sociale? C'est de faire moins de malades et moins de coûts médicaux. Primo, ça nécessite une politique publique fondée sur la prévention. Regardez, là, on vient d'avoir un débat budgétaire que j'ai trouvé pour ma part consternant. Pas pour les mêmes raisons que la plupart des gens. On parle de 40 milliards d'économies, dit l'un, 20 milliards, dit le socialiste, 100 milliards, dit le RN. Pas un ne dit, si nous diminuons le diabète,
on aura moins de dépenses de santé. Si nous diminuons l'obésité, si on diminue la mort au travail, cette année c'est un record. 765 personnes mortes au travail. C'est ce que je connais pas une personne qui s'en réjouirait ou qui dirait c'est pas de ma faute. Tout le monde doit se sentir coupable d'une situation pareille. Voilà comment on fait. On réduit ce qui coûte. Et attendez, j'ai pas fini. La production. Je préviens juste. Physiquement que nous apprenons. Oui, mais est-ce que l'Allemand a la même protection sociale que le Français? C'est pas ce qu'ils m'ont dit quand on en a parlé avec les camarades des syndicats allemands. Elle est équivalente et je vous apporterai les faits précis. Oui, ok. Mais moi, je suis prêt à discuter de tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Je suis pas en train de vous dire tout ce qu'on fait est génial et tout ce qu'on propose est indépassable. On peut tout perfectionner. Mais on pourrait, par exemple, perfectionner les exploits techniques de nos entreprises. Pourquoi sommes-nous moins robotisés que les autres? Nous sommes le 11e pays du monde. On passe après tout le monde, les grandes puissances. On ne peut pas robotiser? Si vous améliorez la production, si vous faites avancer la productivité du travail. Robotiser, tu veux plus robotiser. Mais si tu robotises, monsieur Mélenchon, il y aura peut-être moins d'emplois aussi, non? Je sais pas. Vous pouvez mieux payer. C'est une destruction des emplois, d'un côté non? vous faites des économies et de l'autre vous augmentez la productivité par des moyens humains, le moyen humain, c'est de mettre des machines à la place de l'effort humain. Si vous faites ça, eh ben vous réduisez la différence. Mais c'est pas ça qu'on a fait. Le Danemark, top 10 des pays à la sécurité sociale la plus puissante. Top 10, Japon, Canada, Suisse, Pays-Bas. Nous sommes 6e, les amis. Un des systèmes les plus complets au monde. Assurance maladie universelle. Prise en charge élevée dans les hospitalisations et dans les médicaments. Fort niveau de retraite, allocation familiale développée, assurance chômage robuste, très élevé en dépenses sociales. Bon, ça c'est classique. 5e, Allemagne. 4e, Finlande. 3e, Norvège. 2e, Suède. 1er, Danemark. Mais tous ces modèles scandinaves, là, les Vinland Saga, wesh, les Vikings, les Vinland Saga, mais ils ont quoi de plus que nous, les Nordiques? Nordiques ou nordistes? Je sais pas comment on dit. Frère, c'est un truc de ouf. Ils ont trouvé le Vinland Saga. Ça veut rien dire. C'est abusé quand même. Je deviens un Viking désormais, je te jure, c'est quoi ça? Bien joué à eux, hein. Du pétrole, ils ont du pétrole. Alors, je sais qu'en Norvège, ils ont du pétrole, mais en Suède et Danemark, c'est pareil aussi, genre. C'est pareil aussi. Les gens travaillent là-bas. Mais ça veut dire quoi, en fait? Si tu dis ça, les gens travaillent là-bas, ça suppose que nous, en France, on est des putains de fainéants, c'est ça? On a un pays de branleurs, c'est ce que tu veux dire, en fait. Oh, c'est dinguerie de dire ça. Hein. Franchement, t'as pas beaucoup d'estime pour ton pays, mon gars, si tu dis qu'on a un pays de branleurs. Hein. Vraiment, waouh. Pendant 40 ans, on a fait le contraire. Jean-Luc Mélenchon. C'est triste, de l'investissement en France. Vous y êtes pour rien parce que vous êtes sur des fronts extérieurs. Mais l'investissement en France, il s'est écroulé à proportion du fait que les dividendes ont augmenté. Et ça, vous ne pourrez pas le contester si je vous mets les chiffres sous les yeux. Jean-Luc Mélenchon de gagner plus, mais en travaillant moins. Je caricature un peu, mais je pose les bases. Dans votre programme, en parallèle de la hausse de salaire, vous parlez de retour aux 35 heures réelles, d'ouverture des discussions sur les 32 heures. Il y a aussi généralisé une 6e semaine de congés payés pour tous les salariés. Je ne veux pas me mettre à votre place, mais j'imagine que la question des patrons, c'est comment rester compétitif dans ces conditions. Allez-y. Alors bon, je vais pas, comme ça fait quand même 20 ans que ça dure cette histoire, et même un siècle. La grande cause pour la gauche, c'est la diminution du temps de travail. Depuis le début, dans la journée, la bataille pour les 8 heures, c'est le petit triangle que j'ai là, la bataille pour le mois, la semaine de 35, de 40, etc. Et puis dans la vie avec la retraite. C'est la bataille, L majuscule, G majuscule, de la gauche. Je rappelle que vous souhaitez la retraite à 60 ans de nouveau avec 40 annuités. Oui, c'est le bagne avec moi. Hein. Non, mais, je rappelle juste les termes. Oui, mais moi je suis content, c'est pour que tout le monde le sache. Voilà. Voilà, s'il y a des gens qui ont moins de 60 ans, ça les intéresse. Non, je vous les dis autres, ça parce qu'effectivement, beaucoup de discussions tournant autour du financement du modèle social disent qu'il faut augmenter la quantité de travail. Oui. Donc, mais alors, la question que vous devez voir, 45 heures par semaine. Renouveler l'argumentaire, parce qu'à la force, ça finit par me fatiguer. Mais ce que tout le monde a observé, d'abord, on a fait les 35 heures, et au moment où elles ont été mises en place, c'est-à-dire où il a fallu, dans des tas d'entreprises, à l'issue de discussions qui... Le top 10 des pays les plus productifs au monde en 2024-2025, donc productivité horaire estimée, donc World Ranking, c'est la source. États-Unis top 10, Suède, Pays-Bas, Allemagne, Belgique. Putain, Belgique 6e quand même. Hein. Danemark, Suisse, Norvège,
Irlande, Luxembourg. La France n'est même pas top 10. La France n'est pas top 10. Ok. Putain, la Belgique, c'est une dinguerie quand même. Hein. Entre 99 et 100 $ de l'heure. Le Luxembourg, entre 140 et 146 $ de l'heure. Franchement, l'Europe, le continent européen, waouh! Un continent extrêmement puissant quand même. Il y a toujours le top 10. Le top 10, il est toujours européen. C'est un truc de fou, genre. Il faut être assez homérique. Passer à 35 heures. Ce fut les 2 années où on a créé le plus d'emplois en France de tout le XXe siècle. Et puis, après a recommencé la traditionnelle lutte pour la répartition de la richesse produite, qui est au fond la lutte pour savoir combien de temps de travail gratuit il y a dans une entreprise ou pas. Et à ce moment-là, on a commencé à dégrader. Voici que la 36e heure a commencé à baisser de prix, et puis encore de prix, et puis encore. Elle a été revue, je crois, plus de 10 fois. Et maintenant, M. Macron a mis le coup de grâce terminal. On était à 20% d'augmentation de la 36e heure. S'il y a un accord d'entreprise, vous voyez, l'accord d'entreprise... Pardon, je ne veux faire offenser personne, mais disons que le rapport de force est moyen à l'échelle de l'entreprise. Michel, eh bien, non mais si, monsieur. Parce que moi, tous les tests, je les ai toujours refusés où on disait d'un commun accord entre l'employeur et l'employé. Non, l'employé, à la fin, il finit par être d'accord avec l'employeur. Je termine sur... Vous me dites que non, je vous réponds que oui. Non, je vous dis que c'est pas l'expérience que j'ai. Donc, si vous voulez, ça fait, je pense, et c'est heureux que dans beaucoup d'entreprises, dont la mienne et beaucoup d'entreprises, on a dépassé depuis longtemps, et c'est heureux parce que plus personne n'irait travailler, moi le premier, on a dépassé cette espèce de rapport conflictuel, confrontationnel entre les salariés et le patron. Et quand il y a des problèmes, on s'assoit. Ah mais je pense que Mélenchon, il est dans une pensée globale. Dans ton entreprise à toi, peut-être que c'est bon, mais dans la globalité, peut-être que c'est pas bon. On réfléchit, on les résout ensemble. C'est comme ça qu'on avance. Je vous en félicite. Cependant, il reste que le processus de l'accumulation nécessite quand même du travail gratuit. Mais je mets cette question de côté pour rester sur ce que vous avez dit. Les personnes qui travaillent sur mon chat, les gars, vous êtes en conflit avec votre patron ou ça va? Genre l'ambiance générale de l'entreprise. Genre décrivez-moi un petit peu l'ambiance. Ça va ou pas? Genre, dites la vérité, les gars, dites la vérité. Vous n'êtes pas en big conflit, ça va ou pas? Conflit pour certains, conflit, professeur, donc on est chill. Je lui pisse dessus à mon patron. Mon patron, c'est mon pote. Ça fait des barbecues avec lui. Je travaille pas pour une boîte capitaliste. On s'enjaille, on s'engueule pas. Chez moi, c'est impossible de level up. Chez moi, je me suis fait... Attends, quoi? Je me suis fait bouger parce que j'étais à la France Insoumise. Ah ouais. Ambiance délétère, ma responsable c'est la monstre de l'entreprise. Ouah, tu sais, tu lui offres une boîte de chocolat à ta patronne, ça va nous faire chier, hein. Le mec qui part en couille. Ok, le mien c'est un vrai connard. Pas ami mais pas de conflit. C'est l'enfer mon travail. Putain les gars, j'ai l'impression d'être dans les enfers. Vous me décrivez une situation apocalyptique, hein. Ah ouais, il vire les handicapés. Ah ouais, il est tous unis pour vaincre les handicapés, lui. Ok. On nique le patronat, tout ça. Mon patron, c'est Glucksmann, tout ça. J'avais dit. Si on diminue le temps de travail, je vais vous dire, j'ai rien besoin de faire. Avant, il fallait faire plein de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène nouveau qui est en train de se produire. C'est la dénatalité. Et la dénatalité, vous allez maintenant devoir y faire face. Pourquoi? Parce que la génération qui a 15 ans, elle sera au boulot en 2035. Et si en 2035, vous n'entendez pas que les gens veulent travailler différemment, dans d'autres conditions, moins longtemps et avec une plus grande ouverture, alors vous n'aurez pas les gens. La preuve, aujourd'hui même, il y a tous les ans 2 millions de personnes qui démissionnent de leur emploi. Pas pour partir aux pâquerettes, mais qui retrouvent en moins de 6 mois un autre emploi parce qu'ils veulent en changer. Alors là où je suis d'accord avec lui, c'est vrai qu'on a une baisse de natalité. Non mais les gars, mais il a tellement raison, Mélenchon en fait. Il a tellement raison. Il y a une baisse de natalité en France alors qu'on est sous les 35, 38 heures, 39 heures. Ils veulent augmenter la durée du travail. Ils veulent l'augmenter, les gars. Ça va encore plus s'empirer. T'auras encore moins envie de baiser, frère. T'auras encore moins envie d'être père de famille ou mère de famille. Genre, c'est impossible. Si tu n'offres pas une perspective positive à des employés, à aménager, par exemple, le travail, aménager leur bureau, je ne sais pas quoi, mais frère, on fonce dans le mur, ma gueule. On fonce dans le mur. À quel moment t'as envie d'écarter les fesses
Parce que t'es écrasé, t'es dominé par le patronat, t'es dominé par le capitalisme, mon gars. C'est impossible, frère. Impossible. Et si tu massacres la retraite, tu voudras encore moins être une daronne. Bah, frère, ça va être compliqué, hein, putain. Que vous avez envie d'échanger, à mon avis, avec Michel de Rosen, parce qu'il a écrit le fameux livre avec Pierre Gattaz que vous citiez tout à l'heure. Gagner plus, c'est maintenant. C'est pour le taquiner seulement. Et on va vers les 40 heures. Si il est meilleur auteur tout seul. Michel de Rosen. Dofla, rappelle-moi d'arrêter de te mettre à la télé. Ah putain, désolé, je suis un peu vulgaire. Mais c'est pour illustrer mes propos. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pardon, pas de gros mots. En ce moment, j'ai arrêté en plus de dire des gros mots. Excusez-moi ceux qui me mettent à la télévision, devant vos enfants. Après, moi, si je mettais une signalétique, je mettrais interdit au moins de 10 ans. Je pense que si vous voulez mettre mon stream à la télévision, c'est under 10. Voilà, c'est under 10. Il y a un peu de gros mots, mais pas tant que ça. C'est un peu tout public. T'inquiète. Vous préconisez plutôt de réaugmenter la quantité de travail et de passer aux 40 heures. 40 heures. Revenir aux 40 heures. On va essayer de... Il y a les faits et puis il y a les opinions. Si on s'arrête un instant sur les faits, vous l'avez évoqué, il y a la durée du travail dans la journée, il y a la durée du travail dans le mois, il y a la durée du travail dans l'année, et puis il y a la durée du travail dans la vie. Oui. Si on regarde ces différents indicateurs, et ce n'est pas mon opinion ou celle de Pétaouchnok, c'est l'opinion d'économistes internationaux comme ceux de l'OCDE, etc., dont le métier est de faire des comparaisons internationales. Ils nous disent tous, après avoir regardé ces chiffres de près, qu'en France, on travaille moins que dans la plupart des autres pays européens. Alors, je veux bien qu'on soit plus malin que les autres, qu'on soit comme Astérix, qu'on se débrouille, etc., etc. Et c'est vrai que les Français sont des malins. Mais je crois néanmoins que si nous voulons créer plus de richesses en France, plus de pouvoir d'achat et plus d'emplois, nous n'y arriverons pas si nous travaillons moins que les autres. Je crois que nous devons travailler autant, on va dire, que la moyenne des Européens. Voilà. Alors, eh bien, j'en suis... Mais vous voyez, les gars, moi, j'ai un désaccord avec ça. C'est-à-dire qu'on est tout le temps poussé à la compétition. Le capitalisme, c'est ça, les gars, c'est un monde ultra compétitif. Supposons qu'on suit le modèle allemand, 40 heures aussi, et que les Allemands, parce que les États-Unis et les Chinois sont encore plus concurrentiels, eux aussi vont augmenter à 43, 44. Nous aussi, on va continuer à les sucer, on va aussi faire 44 heures. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, gros. Moi, je pense que c'est pas ouf. Ce modèle de pensée, c'est pas ouf. Non, mais je sais qu'on est... Les gars, je suis au courant qu'on n'est plus dans les 35 heures. Je pense que peut-être que dans les fonctionnaires de l'État, il y a moins ce 35 heures. Moi-même, quand j'ai goûté, quand j'étais aux impôts et en hôpital, j'étais même pas sous 35 heures. On va dire, vas-y, 37, 38 heures. Et le mec, il veut nous faire passer à 40 heures. Et puis ensuite, ce sera peut-être 42 heures. C'est notre génération, hein. Je m'inclus dedans, les gars. Mais la génération 20-30 ans, en 2035-2040, peut-être que vous allez travailler 40 heures par semaine. Ce sera peut-être vous, les mecs, on n'en sait rien. Ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur, l'avenir. D'accord, et ça tombe bien, on travaille mieux et plus longtemps. Nous travaillons plus longtemps que les Allemands. Oui, attends, mais oui, et surtout, c'est complètement con. La dynamique actuelle est à l'automatisation. On ne doit pas augmenter le temps de travail, au contraire. Bah, peut-être, tu vois, il avait parlé de la robotisation tout à l'heure. Peut-être que la robotisation est un facteur aussi de libérer un peu notre temps de travail pour se consacrer à autre chose. Je pense que si l'être humain, je le pense, hein, c'est mon avis personnel, je ne suis pas sociologue ou je ne sais pas quoi, je pense que si tu dégages du temps à des êtres humains, à des hommes, à des femmes qui ont envie de jouir de leur liberté, de penser à autre chose que leur travail, peut-être que la natalité va augmenter, j'en sais rien. Peut-être que la natalité va augmenter. Enfin, j'en sais rien, mon gars. Mais donc là, les Américains, ils streament 50 heures par semaine. Tu veux pas prendre exemple? Non, les gars, désolé. Moi, tu vois, c'est pareil. J'ai un grand respect. Vas-y, j'ai un exemple en tête. Hassan-Abi. Hassan-Abi, j'ai un grand respect pour ce streamer, multimillionnaire, grand bien lui fasse. Mais quand il fait... Bon, 39... Là, c'est sur la dernière semaine, mais je crois qu'il était un peu en vacances, non? Frère, excusez-moi, mais tous les jours de l'année, 8 heures, 7 heures, bon, 7 heures de stream, c'est ok, mais avant, il faisait plus d'heures de stream que ça. Attends, est-ce que je peux voir? Moi, je pourrais jamais faire ça, gros. Je pourrais jamais faire ça, mec. Regardez, il prend quasiment jamais de vacances. Regardez, les gars, en 2020,
il a streamé tous les jours et il a raté 1, 2, 3, 4, 5. Il a raté 5 jours de stream. Il a raté 5 jours de stream en 2020, mon gars. C'est une dinguerie. Moi, je suis désolé, je peux pas. En 2024, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a raté 8 jours de stream. Je peux pas. Moi, je respecte. Tu vois, moi, encore une fois, je respecte les gens qui vivent comme ça. J'ai pas de problème avec ça. Mais moi, c'est pas mon projet, les gars. En plus, ce mec-là, il a une femme, en plus. Je crois qu'il a une meuf, hein, ce gars. Je sais pas comment ça se passe dans leur couple. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau relationnel avec ses amis et sa famille. Mais mec, je peux pas, gros. Je peux pas. Je peux pas. 9 heures de stream. Regardez, hein. Sur le mois. Alors, 9 heures de stream, 7 heures, 9 heures, 9 heures, 8 heures de stream. Tous les jours. 8 heures de stream, 8 heures, 8 heures, 8 heures. La mentalité américaine, c'est autre chose. La mentalité américaine, c'est autre chose. Moi, je peux pas, gros. 8 heures de stream, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 9 heures, 8 heures. Presque 10 heures de stream. Ok, il a 25 000 viewers. Ok, il aime l'argent. Mais frère, c'est une dinguerie, genre. Moi, je peux pas. C'est pas mon modèle, tu vois. C'est pas mon modèle d'émancipation. Genre, moi, je peux pas, les gars, je peux pas. Je peux pas, j'arrive pas, les gars, j'arrive pas. Tant mieux pour lui, tu vois, je respecte, tu juges pas. Mais moi, c'est pas mon modèle. Je suis un chômeur à côté, je te jure. Hein. À côté, je suis un putain... Je suis à combien, moi? À côté, je suis un putain de chômeur, gros. De flan. Attends, je regarde. Oh, vous voulez même pas savoir. Oh non, vous voulez même pas savoir. Je suis à 15 heures de stream par semaine. Je suis à 15 heures de stream. Après, il y avait la Ligue des Champions, les mecs. Il y avait la Ligue des Champions. Donc, j'ai mon excuse. J'ai mon excuse, j'ai la Ligue des Champions. J'ai pas trop stream. Mais j'ai 15 heures de stream dans les pattes. 15 heures de stream dans les pattes, les gars. 15 heures, frère. Bon, et moins 28%, moins 6 heures, pardon. Parce que oui, il y avait le foot. Il y avait le foot. Il y avait le foot. Il y avait... Oui, les gars, oui. Bon. Il y a des trous parce que le samedi, je stream pas. Il y a quelques fois, je streamais quand même le samedi. Hein. Je sais pas pourquoi je streamais le samedi, mais... Le samedi, je stream pas. Je stream quasiment tous les jours. Le samedi, je stream pas. Je stream quasiment tous les jours. Par contre, des fois, le mardi, je stream pas. Ah, parce que j'étais en Martinique. Ouais, j'étais en Martinique. Au mois de janvier. En Martinique. Le samedi encore, je boycotte. Je boycotte, les gars. Le samedi, c'est repos. Hein. Il se passe pas grand-chose, les gars. Samedi, il y a repos. Hein. Nous travaillons plus longtemps. Et là, je m'adresse au grand patron d'une grosse boîte qui a beaucoup de technique et de science. Écoutez, franchement, vous voulez qu'on travaille autant que qui? Que les Bulgares, les Roumains? C'est eux les records. Ah, c'est eux qui ont les records. Mais attends, mais un mec qui va attraper ma veste, mais c'est un ouf. T'as dit qu'il aime l'argent alors que le mec il fait 8 heures par jour par passion. Tu aimes plus l'argent que lui, Dofla. Au nombre de... J'ai envie de te ban. Hein. Quand tu parles comme ça, j'ai envie de te ban. Au nombre de pubs que tu mets comparé à lui, il en a 0 sur son stream. Mais espèce d'imbécile. Il est multimillionnaire. Encore heureux qu'il met pas de pub sur son stream. T'es con ou quoi, frère? Il est multimillionnaire, espèce d'idiot. T'es en train de comparer Hassan Abi et moi, genre. C'est un truc de fou. Encore heureux qu'il met pas de pub, frère. T'es idiot ou quoi? Le mec, il a 20 000 subs. 20 000 subs. Et je suis sûr qu'il met des pubs. Hein. Hassan Abi, je suis sûr qu'il met des pubs. Il a 20 000 subs. Il a des partenariats. Il a des trucs de fou. Il est multimillionnaire depuis des années. Le gars, il me parle de... Mais ouais, c'est n'importe... C'est incomparable, genre.